S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr Fredouillet Lambert. Juste pour vous, très heureux de vous accueillir et je ne sais pas si vous lisez les actualités. En ce moment, il y a beaucoup d'articles sur comment relancer le cinéma québécois, le cinéma, la crise du cinéma, les gens ne vont plus au cinéma, mais ce n'est pas le cas chez les Lambert, parce que nous, les Lambert, fiers que nous sommes, nous allons au cinéma toutes les semaines et nous arrivons tout justement, on arrive du cinéma, on est allé voir un film, moi et mes filles. Bien bonjour Ariette. Bonjour. Et bonjour Clarence. Bonjour. Et nous sommes allés voir un film d'épouvante, un film d'horreur, un trailer qui s'appelle Megan. Oui, le film est 13 ans et plus. Qui dit 13 ans et plus veut dire si les enfants sont accompagnés d'un parent, c'est correct. Et après m'avoir achalé un peu, j'ai cédé, j'ai accepté l'offre d'aller voir ce film. Et juste pour vous mettre en contexte, Megan est un miracle technologique, une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Elle est conçue par Jenna, la brillante roboticienne d'une entreprise de jouets. Et Megan peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'ami et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l'enfant. Mais quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, sa Caddy, on pourrait dire, dont les parents sont soudainement décédés, elle n'est pas absolument prête à assumer son rôle. Elle est débordée par le travail et elle décide de lui créer un prototype, une poupée qui s'appelle Megan et qui pourrait jouer avec cette petite fille. Et tout d'un coup, des problèmes vont surgir et une décision qui va entraîner d'épouvantables conséquences. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce de Megan. Vous allez voir, c'est une sorte de mélange de Chucky. Ouais, c'est un petit peu un mélange de Barbie, Chucky, mais en même temps, au début, elle est gentille, puis après, elle est méchante. Elle devient méchante, ouais. Et les filles, avez-vous aimé le film? Oui. Oui. Et vous avez pas trop eu peur? Non. Bah, moi, parfois, je me cachais les yeux quand les gens se faisaient tuer parce qu'il y avait du sang partout. Ouais. Mais c'était quand même amusant. Vous le savez, est-ce que ça se peut, ces histoires? Non. Non, ça se peut pas. Et c'était quoi votre bout préféré, Clarence? Ton bout préféré? On se pose la question. Et toi, Ariel? Moi, mon bout préféré, j'en ai plusieurs. J'en ai comme 2, 3. Ah oui, vas-y, nomme-en un. Mon bout préféré, c'est quand les c'est quoi déjà le mot? C'est quand la poupée, les gens... Oh voilà, les gens. C'est quand les gens regardent dans le truc, Quand ils regardent le jouet bouger pour la première fois. Oui, puis les gens, ils sont comme... Ils ont la bouche ouverte, mais ils sont pas capables de parler tellement que c'est comme... Étonnant. Ouais. Ça, t'avais vu ça. Et toi, est-ce que t'as un petit bout? C'est quand elle dansait pour aller tuer les gens. Clarence. T'es ma psychopathe d'amour. Je t'aime bien, gros Clarence. T'es très drôle. Donc, et là, vous me promettez promesse? Pas de cauchemar ce soir? Bah, on va essayer. On va essayer, Clarence? Oui, on va essayer. OK, parfait. Vous êtes sûr? Bah, en fait, il y a comme beaucoup de pourcents qu'on va faire des cauchemars. Ah ouais? Beaucoup pour ça? Non, vous en ferez pas. Vous êtes Parce que bon. parfois, j'ouvrais tes doigts et je regardais le sang. Ben oui, je sais, tu regardes un peu par les doigts, mais c'est correct aussi. Et vous, le cinéma, votre expérience, vous aimez ça, aller au cinéma? Oui, vraiment. Qu'est-ce que vous aimez du cinéma? Moi, ce que j'aime du cinéma, c'est vraiment... Il y a 2 choses que j'aime vraiment du cinéma. C'est quoi? Oh, c'est la nourriture comme le breuvage, le popcorn, blablabla. Là. Les bonbons! Oui. Le deuxième, c'est que il y a un très grand écran. Ça, c'est cool. Ouais, t'aimes ça voir ça en grand? Oui.
Et Même si c'est un film que j'ai déjà vu, on voit ça en grand et on peut voir les petits détails comme des grands détails. Ouais, c'est vrai. Et c'est où que t'aimes le plus t'asseoir au cinéma, quand tu vas au cinéma? Hum, Moi, c'est- tu le sais, moi, j'aime beaucoup la dernière rangée. Je trouve qu'on voit mieux l'écran au complet. Moi, j'aime ça à partir d'en avant la rangée 4. Ah oui, t'aimes ça te sentir dans l'écran, c'est ça? Ouais, mais pas trop dans l'écran, sinon Ok. ça va me faire mal aux yeux. Mais Oui, oui, je comprends. si on est trop en arrière, je trouve que comme c'est moins Ouais. chouette. Et toi, Clarence, qu'est-ce que t'aimes du cinéma? J'aime regarder le film. Évidemment. OK. Et quoi d'autre? Hum, J'aime aussi la nourriture. Et je pense que Et vous j'aime aimez... jouer aux jeux d'arcade. Ah oui, des fois, on va faire un petit tour aux arcades et ça, c'est assez amusant. Moi, On devrait dire aux auditeurs qu'on est des habitués du quartier latin, qu'on aime beaucoup. oui, et aussi on leur a même offert un petit cadeau. Ben oui, ah oui, ça c'est vrai. On a cette tradition que mes filles font un cadeau pour les vendeurs de pop-corn, un petit bricolage pour les remercier de ce dur travail qui des fois semble un peu ennuyant, mais je crois que ça leur fait toujours très plaisir lorsque vous leur apportez un petit quelque chose. Ouais, Ouais. c'était un chat. Ouais. Ben, un chat lapin. Un chat lapin que vous aviez En concocté fait, aujourd'hui. On n'a jamais su c'était quoi en fait. Ouais. Juste un joli cadeau. Écoutez, les filles, cette semaine, moi, j'ai reçu une musicienne vraiment formidable à l'émission et je vais prendre le temps de vous la présenter. Oui, Ariel. Je pense que je sais c'est qui. Qui est-ce? Ah non, ça c'est une collègue à maman. Non, aujourd'hui, on reçoit une interprète de musique ancienne. Elle s'appelle Mélisande Corriveau et écoutez bien attentivement. Spécialisée en interprétation de la musique ancienne, la pluri-instrumentiste Mélisande Corriveau est partout saluée par la critique pour sa maîtrise et sa musicalité exceptionnelle. Habituée des grands festivals, elle enchaîne concerts, tournées et enregistrements tant en Amérique du Nord qu'en Europe, où elle se produit régulièrement auprès de nombreux ensembles de renom. Elle est membre des ensembles Masques, Les Voix humaines, Sonate 704 et Les Boréades. Sa discographie comprend une cinquantaine de titres sous étiquette Atma, Classique, Analecta, Harmonia Mundi, Zigzag, Territoire et Alpha. Ses récents disques en duo avec le claveciniste Eric Miles sous étiquette Atma, avec Par-dessus de viol et Marin-Marais, Badinage ont été élus aux opus disques de l'année, catégorie de musique ancienne, et se sont hissés avec sa toute dernière parution, Bac au Par-dessus de viol, au palmarès des meilleurs disques de l'année établi par CBC Radio. Par-dessus de viol fut nommé disque classique de l'année par ICI Radio-Canada en 2016 et Marin-Marais Badinage disque du mois par Apple Music en 2020. Avec son partenaire Eric Miles, Madame Corriveau assure la direction de l'ensemble L'Harmonie des saisons, qu'ils ont fondé en 2010. En 2014, elle a complété un doctorat en interprétation au Par-dessus de viol à l'Université de Montréal, ce qui fait d'elle une des rares spécialistes au monde de cet instrument. Voici ma discussion avec Mélisande Corriveau. Donc, une invitée de Grimby aujourd'hui, quand même. C'est une première. Et écoute, je suis très content qu'on se rencontre pour la première fois, même si je dis souvent le fait que la musique québécoise classique, c'est un petit monde, et malgré sa petitesse, on ne s'était jamais rencontrés encore. Alors, vraiment, enchanté. Ben, enchanté, pareillement. T'es officiellement, je l'ai dit, puis je vais le redire, je l'ai dit à ce show-ci, puis je l'ai dit à Radio-Canada à l'époque, t'es l'album que j'ai le plus acheté, que j'ai le plus offert en cadeau. Moi, souvent, quand je suis invité pour un souper, au lieu d'amener du vin, au lieu d'amener
quelque chose qui va disparaître, j'amène toujours des objets qui vont rester. Tu sais. Et ton disque de Viol de par-dessus, je crois que je l'ai acheté peut-être 15-16 fois, à peu près. Puis c'est ce que je ferais quand on m'invitait à souper. Et, mais c'est une époque où est-ce que les gens écoutaient encore... prenaient des disques physiques. Là, c'est un peu... Hélas, c'est en train de mourir. Moi, je suis encore un peu de cette école-là. Il y en a encore. Il y a des gens encore qui aiment bien ça. Et ce disque-là m'avait renversé quand il avait sorti. Ça m'avait extrêmement impressionné par le raffinement, la technique que tu avais réussi à déployer là-dessus. Et aujourd'hui, je trouvais que ça serait cool qu'on parle de l'instrument, évidemment, mais qu'on parle aussi un peu de toi parce que je te connais pas. T'sais. Puis j'ai pas fait tant d'efforts à essayer de trouver un million de détails sur toi. Je préfère que tu me racontes un peu qui tu es. Et déjà en partant, une musicienne classique super active que tu es, t'habites pas à Montréal, ce qui est rare. La plupart des gens essaient d'habiter dans les centres urbains super actifs pour travailler. Oui. Et toi, tu es à Granby, alors. Pour me ressourcer. Moi, je suis en campagne. Dans mes grandes fenêtres, je vois la forêt et en ce moment, c'est magnifique. Puis pendant la pandémie, je dois dire que je me suis trouvée très chanceuse. En fait, j'ai repris la maison familiale que mes parents ont bâtie de leurs mains. Okay. Tout. Ils ont fait de la maison, l'extérieur, l'intérieur, les meubles. Mon père était sculpteur, puis est devenu ébéniste, puis est devenu constructeur de maisons comme ça, juste... En ce moment, je dois avouer que je fais face à plusieurs petits défis techniques qu'il ne connaissait pas, disons, parce qu'il ne connaissait pas si bien son affaire. Mais en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans la vie d'avoir des parents extraordinaires et très généreux qui, au moment où moi, j'ai été une jeune maman. En fait, j'ai eu 2 enfants quand j'avais 19 et 21 ans. 19 et 21 ans, t'es devenue mère. Oui, wow. D'un beau garçon et d'une belle fille. Et voilà, wow. Mes parents m'ont beaucoup soutenue, ont fait beaucoup de gardiennage, puis je me suis assez rapidement rapprochée, en fait, d'eux pour avoir beaucoup de soutien parental, grand-parental, avec l'éducation des enfants et tout ça. Comme je continuais, moi, pendant le premier, mon bac, je finissais mon bac, puis pendant la deuxième, ma maîtrise aussi. Donc, je me suis comme rapprochée de mes parents pour bénéficier encore de leur extrême gentillesse et aide. Puis, en fait, quelques années plus tard, ils ont décidé, eux, pour leur retraite, de quitter Granby, de quitter les cantons de l'Est et d'aller s'installer où il y avait un chalet à Kamouraska. À ce moment-là, il y avait des chiens de traîneau, puis ça dérangeait beaucoup. Il y avait une meute, là. Ils s'étaient constitués une meute, eux autres. Mes parents, c'est des gens très passionnés, donc ils sont très drôles. Ils partent d'un projet à l'autre. Wow. Quand on a terminé d'être leur projet, ils ont eu d'autres projets. Donc, ils sont partis vivre à Kamouraska à temps plein. Puis, ils ont offert, on est 4 enfants, puis ils ont offert qui veut la maison, on n'arrive pas à l'avoir. Vous êtes 4? Oui. Okay. En fait, d'un premier mariage, 2, et de ma mère et de mon père, 2. Parce que, ultimement, moi, mon initiation à ta famille, c'est ta sœur avec qui j'étais campeur au camp musical Perninsé. On avait 9 ans. C'est l'âge de 9 ans. J'étais là aussi, la plupart du temps. En même temps? T'étais en même temps? Quelques fois, je suis allée en même temps. Peut-être que d'autres fois, j'étais au domaine pendant qu'elle était à la c'est ça, Naudière. exactement. Oui. Et c'était quoi ton premier instrument quand tu étais justement dans ces années-là? La flûte à bec. C'était flûte à bec? Oui. Puis j'ai commencé après ça le violoncelle à 10 ans. Ma sœur a commencé l'harpe à ce moment-là, à 11 ans. OK. Oui. Puis c'est suite à rencontrer une collègue qui est maintenant dans le milieu, Sophie Coder, en fait, qui jouait le violoncelle à la Naudière. Ben oui, que je connais très bien. Oui, qui m'impressionnait beaucoup, cette grande fille. Elle avait juste quelques années de plus, mais quand on est jeune, c'est très impressionnant. Et puis je trouvais tellement que cet instrument-là était beau, en fait. Donc, je suis revenue de ce camp-là, puis j'ai demandé à mes parents, moi, j'aimerais jouer du violoncelle. Ben, mon Dieu, on salue Sophie Coder. Oui. Est-ce qu'elle le sait? Je ne sais même pas si elle le sait. Elle doit s'en douter, mais je ne sais pas. Je pense que je ne l'ai jamais dit ouvertement comme ça. Ah, ben. Et donc, tu reviens, tu dis, j'ai envie de faire ça. Parallèlement, tu continues encore à faire un peu de flûte à bec. Mais la flûte à bec, quand tu l'étudiais jeune, c'était... Parce que, tu sais, les gens vont souvent associer cet instrument-là juste à cause des cours qu'on a à l'école, qui est un peu l'instrument un peu facile à trimballer, qui coûte pas cher, que les parents achètent. Mais toi, c'était quand même un peu plus sérieux. Il y avait des cours, vous faisiez des pièces plus compliquées, si je pourrais dire ainsi. Oui, en fait, on a commencé à faire avec nos professeurs de Granby, qui étaient des professeurs qui enseignaient plusieurs instruments différents. On a commencé à faire les concours à Vincent Dindy, ma sœur et moi.
Puis on gagnait à chaque fois. Puis les juges sont venus voir mes parents, puis on dit « Hey, vos filles sont bonnes, puis vous devriez nous les confier parce qu'on pense qu'on pourrait les développer davantage que... » avec notre expertise et tout ça. Ben ouais, Puis mes parents, au départ, étaient là, Montréal, toutes les semaines, on habite à Grimby. Non, c'est... Voilà. Mais en fait, ils n'ont pas... Quand après ça, on est revenu en disant, « Hey, moi, je veux faire du violoncelle. » Puis ma sœur, qui demandait à faire de l'harpe depuis qu'elle avait genre 3 ans. Mes parents ont dit, « OK, c'est le moment, on saute, on y va. On trouve un prof de harpe, on trouve un prof de violoncelle, puis on va suivre des cours de flûte à bec avec à l'époque, c'était... Ton prof de flûte? Moi, je me rappelle. C'était pas Francis... Ben, ça a été Francis Colpron très rapidement, mais avant ça, c'était Sophie, puis son nom de famille m'échappe en ce moment. Je suis désolée. Ah, est-ce que c'était la conjointe de Mathias Mauth? Non, une autre dame un peu OK. plus âgée qui était allée... Une des premières allées en Hollande, en fait. OK. Ça va me revenir. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que la musique était déjà baroque jeune. Oui, en fait, on en écoutait tout plein chez nous. On écoutait les disques des Boréanes, on les avait tous. On écoutait les disques des Voix humaines, on avait... Et ça, je trouve ça impressionnant parce que, tu sais, moi, mettons, la culture classique, quand j'étais jeune, c'était vraiment... C'est là qu'on voit que c'est riche et que c'est immense. C'était pas du tout ça. Tu sais, c'était plus les trucs concertos romantiques, les symphonies, Tchaïkovski, tout ça. C'était plus une musique qui était facilement accessible. Tu sais, il y avait le vinyle, tout ça. Mais la musique baroque, j'ai aucun souvenir d'en avoir entendu quand j'étais jeune. C'est vraiment, ça existait, mais même là, quand on l'interprétait quand on était jeune, on nous faisait mettre un gros vibrato. Si tu prenais un concerto de Vivaldi, je te dirais que mes profs, eux autres, le performance practice, ça n'existait pas. Là, non, mais c'était une autre... Ouais. C'est une autre époque. Mais ce que je trouve drôle, c'est que déjà, à cause de la flûte, et là, après, t'es embarqué dans le violoncelle, c'est sûr que le violoncelle, ça doit être autre chose aussi, rendu là. Parce que oui, c'est sûr que là, j'écoutais beaucoup de Ofra Arnold et de Yo-Yo Ma et de Misha Maïski, n'importe quoi. Tout ce qu'on trouvait dans les disquaires usagés ou qu'on se faisait donner par nos profs ou je sais pas quoi. J'ai écouté plein d'interprètes différents. Jacqueline Dupré, bien sûr. Denise Brotte, qui est devenue mon prof après ça. Denise a été ton prof? Oui, mais en fait, j'ai commencé, moi, avec Marie-Claude Simard, la belle-fille de Walter Joachim, pendant quelques années. Puis ensuite, je suis allée mes parents, c'est ça, à un moment donné, ils ont fait comme « Hey, le conservatoire, c'est gratuit. Ça serait fantastique, ça vous tente pas, les filles. » C'était la belle époque. Je dis, aujourd'hui, ça coûte de l'argent, ça coûte un certain montant d'argent, il faut le dire comme ça. Là. Mais il y a eu une époque où, quand on était choisi, et c'était compétitif, les gens voulaient aller au conservatoire parce que c'était justement un projet du gouvernement d'éduquer musicalement et de faire la crème de la crème. Puis quand on était choisi, les gens étaient extrêmement honorés. C'était un honneur, là, tout à prix. Fait, là. Tout à fait. Et les deux, vous êtes allés? Oui, mais moi, je suis allée à Montréal, puis ma sœur, en fait, plus tard, est allée à Québec avec l'harpiste qui était à l'OSQ à l'époque. OK. Pendant quelques années. Puis, c'est ça. Moi, j'ai pas duré longtemps au conservatoire. Ça n'a pas été un chemin après avoir côtoyé beaucoup le milieu de la musique ancienne où les gens sont très décomplexés, très relax. T'as pas eu le temps de pratiquer cette semaine. Hey, on va faire des duos. Tu vas apprendre autre chose. Tiens, fais de la basse cette fois-ci. Accompagne-moi. Tu sentais une moins grosse pression? Et là, c'est pas moi, je pleurais à tous mes cours, en fait, de violoncelle. Avec M. Brotte? Oui, j'étais une de ceux-là qui avait... je pense qu'il essayait beaucoup de m'encourager, mais que c'était pas la bonne façon technique pour ma personnalité. Ouais. Fait que ça a été difficile comme... Je te trouve poli, c'est bien dit. Non, mais c'est vrai aussi. Parce que je connais des gens qui ont fleuri sous M. Brotte. Fait que je pense que c'est toujours une affaire quand c'est une relation à deux, puis ça fonctionne pas avec tous les tempéraments, puis tout ça. Non, puis souvent, les profs de cette époque-là faisaient simplement... tu sais, la psychologie du professeur n'était pas super développée. Et tu répétais ce que tu as vécu. Puis c'était ça la bonne façon, parce que moi, ça marchait, ça va marcher pour toi. Et là, aujourd'hui, les pédagogues sont beaucoup plus développés, puis ils s'adaptent à chaque étudiant individuellement, en tout cas, de meilleure façon. Mais donc, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse là-dedans. Ouais. Mais comment tu as réussi, justement, à aller te réfugier dans le baroque? Comment tu as réussi à ouvrir les portes? Ça a été comme un coup de hasard, de chance un petit peu, parce qu'en fait, j'ai été acceptée, moi, tout de suite en sortant du secondaire à l'Université de Montréal, en flûte à bec, pour tout de suite commencer mon bac. Puis en parallèle, je faisais mon degré au conservatoire aussi.
avec OK. des cours de cégep aussi. C'était Ouf. une première demi-année absolument terrible, de beaucoup d'adaptations et de beaucoup trop de cours. Puis en fait, j'y arrivais plus, puis je pense que c'est ça aussi qui menait à ce que la l'insatisfaction. Oui, je comprends. Excuse-moi, je parle beaucoup anglais à la maison. J'utilise non. plein d'anglicismes, mon français est rendu terrible. Mais bon. Puis en fait, à l'université, pour revenir un petit peu à ce que je bifurquais, on demandait de faire un instrument complémentaire. Puis d'habitude, c'est le clavecin pour apprendre à faire le chiffrage, puis le continuo. Puis là, moi, j'ai tout de suite dit, c'était Régent Poirier à l'époque, je lui ai dit, Régent, c'est impossible, tu peux pas me faire ça. Je fais le violoncelle à plein temps, la flûte à bec à plein temps, je serais pas capable. Fait que je dis, tu peux pas me faire du violoncelle baroque. Fait que là, il dit, ouais, mais du violoncelle, tu fais aucun accord. Fait qu'il dit, écoute, laisse-moi penser à ça. Il a dit, peut-être la viole de gamme, parce qu'il y a quand même une écriture qui est mélodique avec la viole, mais aussi un certain répertoire où tu as vraiment de la qui traite vraiment l'instrument plus comme un luth avec une écriture beaucoup plus en accord. Fait qu'ils disent, on pourrait peut-être faire l'exception. Et en fait, sa femme enseignait la viole de gamme, Margaret Little, qui est devenue ma grande amie, une mentor extraordinaire et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la viole de gamme forcée. Forcée au départ. Mais avec un être humain vraiment exceptionnel. Moi, je ne connais pas Margaret. Je ne l'ai jamais rencontrée, jamais fréquentée. Tous les gens que je connais qui ont réussi à travailler avec elle en parlent avec un peu comme toi. Ben, tout le monde, c'est une mentor, c'est une amie, elle m'a appris tant de choses. C'est vraiment quelqu'un de sage, on dirait. Oui, je pense que oui. Dans le milieu. Et elle t'a amené justement à apprécier cet instrument-là. Mais c'est pas difficile parce que, en fait, quand t'aimes la musique baroque, le répertoire pour viol est tellement supérieur au répertoire de plein d'autres instruments. Je suis désolée de dire ça. Excusez-moi, les amis. Mais le violoncelle, à l'époque baroque, n'est pas traité comme la viole. Et la flûte à bec, certainement pas non plus. C'est un élément décoratif. C'est une couleur, avec un peu de répertoire propre, mais très peu. Le violoncelle se développe à l'époque baroque, mais n'est pas un instrument encore vraiment très soliste. Okay. Un peu plus tardivement, en fait. Tandis que la viole est présente... par exemple, en France, avec des grands protecteurs, comme Louis XIV, qui fait fleurir le répertoire énormément, ou depuis la Renaissance, dans les grandes cours d'Europe, partout, l'instrument se fait tranquillement, un répertoire de consortes fascinant. Ça veut dire d'ensemble de viols, de différents membres de la même famille. La famille des viols a plusieurs grandeurs, donc des toutes petites et des très grandes. Quand on les joue en famille, on appelle ça un consort de viol. Puis à part ce répertoire-là qui est fascinant en lui-même, puis que toi, ça doit te parler comme quelqu'un qui fait de la musique de chambre sa vie. Le concert de viol, c'est beau, c'est beau. Oui. Tu as participé à quelques enregistrements aussi de concerts de viol. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je fais partie du concert de viol des Voix humaines, d'ailleurs. Puis c'est ça, comme instrument soliste aussi, tout le répertoire anglais qui sort de cette Renaissance riche, puis qui dans le répertoire baroque est fantastique et fascinant. Fait que puis le répertoire allemand aussi, très beau. Il y en a moins un petit peu dans les pays du Sud, bizarrement, alors que l'instrument viendrait plutôt des pays comme l'Espagne et tout ça, mais il y a une moins grande littérature. Mais la littérature pour viol, elle est fascinante et tellement belle. Puis les gens qui ont vu le film, par exemple, Tous les matins du monde ont été tous marqués, mais sous oui. le charme de ce répertoire et de cet instrument. Donc, et vraiment, ça m'a de pas la bande originale qui a marqué plus qu'un, qui a gagné, qui a été primé partout. Et d'ailleurs, je le répète, si vous n'avez pas eu la chance de voir ce film-là, s'il vous plaît, allez voir ça Tous les matins du monde, un classique du cinéma français. Et évidemment, toi-même, quand tu as vu ce film-là, ça a dû te faire quelque chose. Oui, mais j'avais vu ce film-là déjà en tant que petite fille qui ne jouait pas du tout encore de viol, puis j'avais adoré ça. J'avais trouvé ça d'une poésie, d'une tristesse. Je pense que j'avais pleuré énormément au cinéma. Mais ce que je trouve intéressant, c'est tu parles de la richesse du répertoire, certes, mais là, tu vas peut-être me corriger, mais tu sais, cet instrument-là a quand même disparu pendant de nombreuses années, même presque siècles, mettons 2 environ, je crois. Ben oui, comme il faut. Environ 2 siècles, pour finalement, au début du 20e siècle, en tout cas, dans des recherches que j'avais déjà faites, il y avait eu, en France, il commençait à avoir une renaissance du baroque, c'est bizarre à dire, mais les gens faisaient des petites soirées, puis ils retestaient ça, ressortaient des instruments pour voir c'était quoi le trip à l'époque d'aller avec ça? Cette lignée-là qui a commencé à jouer de la flûte à bec en consort, justement, des familles de flûte à bec, puis des viols, puis certains se sont mis à en refabriquer, puis tout ça, puis ça s'est redevenu un petit peu une genre de mode souterraine.
Puis ensuite, avec vraiment le renouveau qui a été vraiment au milieu du 20e siècle, là, avec les Gustave Léonard, Tarnoncourt, les Kukin. C'est ça que j'allais demander. C'est qui a relancé vraiment tout ça? Premièrement, le disque a aidé, probablement. Oui, mais avant ça, Jordi Saval, lui, était l'étudiant de Wieland Kukin. OK. Donc, Wieland, les frères Kukin, qui ont vraiment été des grands pédagogues de leurs instruments, qui ont enseigné à des générations vraiment de violonistes, flûtistes, traversières baroques, et l'autre est le chef de la petite bande, violoniste baroque, Giswald. Donc, ces trois frères-là, de façon incroyable, ont enseigné à je ne sais pas combien de centaines de gens qui forment maintenant le milieu de la musique ancienne. C'est ça, puis à partir de ça, justement, ça s'est répandu un peu partout. Exactement. OK. Oui, puis vraiment, ces gens-là étaient en Belgique, en Hollande, ce coin-là, et il s'est vraiment créé tout un enthousiasme, puis c'est ça, autour de ces instruments-là, puis le milieu s'est vraiment de plus en plus agrandi vers l'Europe, puis ensuite vers les étudiants américains qui allaient étudier là-bas, Oui. avant qu'on ait la chance d'avoir des gens comme, je pense, la première génération peut-être de ceux qui sont venus s'installer à Montréal, c'est Suzy Napper et Bruce Haynes. Bruce Haynes qui était oboïste pour Gustave Léonard, qui est sur les enregistrements des premières cantates de Bach sur instruments d'époque. Donc, vraiment, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont venus s'installer ici, qui ont comme eu la folie de venir s'installer à Montréal. Et d'essayer de partir leur truc. Et de partir leur truc, puis de partager leur trésor de richesse, de connaissances et tout ça, de ces instruments-là, de leur interprétation. Donc, Suzy aussi, qui a été vraiment, qui est une maman pour tout le milieu musical montréalais, de la musique ancienne. Alors, vraiment, je suis tombée là-dedans. Moi, je suis tombée dans ces familles de gens, puis j'ai tellement eu de chance. En fait, tout de suite après quelques mois que je jouais de la viole, Margaret me disait « Hey, j'ai une petite gig, là, ça te tenterait pas d'aller me remplacer? » Puis j'étais là « Voyons, je suis capable. » Puis elle me dit « Ben oui, t'es capable, allez! » Fait que j'ai commencé tout de suite à avoir du travail comme ça, puis mes professeurs m'ont inclus dans leurs ensembles très rapidement, les Boréades avec Francis Colpron, les Voix humaines avec Suzy et Margaret, la bande Montréal Baroque ensuite avec l'orchestre du festival ou les ensembles de toutes sortes de mélanges d'instruments selon le répertoire de la bande Montréal Baroque, du festival. Donc, vraiment, tout de suite, moi, je me suis fait aider et donner du travail. J'ai jamais pas eu de travail, en fait. C'est incroyable, hein, quand même. Ouais, puis là, on parle pas de... T'as pas eu à subir non plus les auditions. Les grosses auditions d'orchestre. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis tellement contente. Tu savais, moi, ça, je pourrais parler très longtemps de ça. Et c'est quelque chose de terrifiant que je pense aussi qui a terrorisé et qui terrorise encore bien des gens et qui fait qu'il y a des gens qui lâchent aussi de la musique, probablement. Mais toi, tu as eu la chance d'être une fille de bande, finalement. Moi, je suis vraiment une fille de musique de chambre, moi, à la base. Ça me prend beaucoup d'efforts pour me sortir de ça, puis me sortir de mon cocon, puis de mon confort d'être entourée de mes amis musiciens pour faire du solo. Ça, pour moi, c'est terrorisant d'une certaine façon, parce que tu sais, on a tous tellement d'idées, puis de dire « Ah, ça devrait sonner comme ça ». Puis là, quand c'est toi qui es vraiment responsable de tout, c'est une grande pression. Donc, moi, c'est moins dans ma nature de soliste. Mais pourtant, tu fais des disques de soliste. Oui, parce que je me donne des défis et tout ça, puis parce que j'ai un partenaire de vie qui est tellement extraordinaire. Eric Mills, qui est claveciniste, c'est mon mari, tu sais, on vit ensemble, c'est ridicule comment on joue peu ensemble dans la vie de tous les jours. Vraiment? Vraiment, comme jamais. Il faut vraiment qu'on se donne des projets pour s'asseoir ensemble. Donc, les projets de disques, entre autres. Oui. Puis en fait, le disque de par-dessus, c'est né de mes recherches puis de mon doctorat en par-dessus de viol. OK. En fait. Allons là maintenant. Par-dessus de viol. Oui. Projet de recherche de doctorat. Moi, je veux tout savoir. Comment c'est arrivé, cette histoire-là de par-dessus de viol? Comment l'instrument s'est présenté à toi? Pourquoi l'intérêt de ça? Pourquoi se plonger là-dedans? Comment l'instrument physiquement est arrivé vers toi? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. La recherche de répertoire, je veux comprendre ce projet-là. T'es la fille qui joue de la viole de gambe, qui est invitée avec plein d'ensembles à jouer, et là, tout d'un coup, il y a un nouvel instrument qui apparaît. Raconte-moi. OK. C'est une belle histoire. En fait, c'est né de deux groupes avec lesquels je collaborais. Je collaborais avec Olivier Brault de l'ensemble Sonate 1704, un violoniste très connu de Montréal, violoniste baroque, qui, lui, avait fait quelques années avant moi son doctorat en musique française.
son ensemble s'appelle Sonate 1704 parce qu'en 1704 sont nées les premières publications de sonates de violon de la part de compositeurs français en France. C'est tard. C'est Oui, très en tard. effet, oui. Le violon était considéré comme un instrument criard pour la musique qui demandait vraiment beaucoup de son, là, la musique qui demandait beaucoup de volume, la musique d'apparat, la musique dehors aussi, de célébration et tout ça. Mais c'était pas un instrument qu'on évitait si facilement à l'intérieur et dans les chambres et à l'église, par exemple. C'est venu. Mais c'était pas un instrument C'était vraiment l'instrument à faire danser par excellence. C'était comme un peu ça. Si on sortait... Mais par la projection, je présume, à cause... Oui, je pense que oui. Puis peut-être par l'école française de jeu, je sais pas. Les gens jouaient différemment le violon aussi avec une tenue sous le frog, Sur j'allais dire tailpiece, mais on est bon, hein? Sur la base de l'archet, là. Oui, c'est ça. Puis en tout cas, une autre technique un peu en France, je sais pas, ça juste... Il y avait cette connotation, peut-être de l'instrument qui venait de l'Italie. Il y avait cette connotation qui faisait en sorte que les nobles et les femmes ne jouaient pas de violon en France pendant longtemps et que les premières sonates dédiées à l'instrument, malgré le fait qu'il y avait de très bons violonistes qui étaient dans les 24 violons du roi et tout ça, sont arrivées tard par rapport à d'autres pays. Eh bien. Donc, avec ces études et tous les concerts, on a fait des tonnes de concerts avec Olivier Brault. Je ne sais pas combien de sonates on a lues ensemble avec lui et Dorothea Ventura pendant ses études et tout ça. Et on a fait, je ne sais pas combien de concerts, mais en tout cas, plusieurs fois, je voyais la mention pour violon ou par-dessus de viol. Puis je me disais, mais c'est quoi ça, un par-dessus de viol? Je n'avais jamais entendu parler personnellement. En parallèle, dans les mêmes années, ou un petit peu plus tard, ou en tout cas, pas très longtemps, peu de temps séparés ces différentes histoires, avec les voix humaines, on se trouve à avoir, Suzy qui a souvent des idées assez particulières, et cette fois-là, elle a le coup de génie d'aller prendre le contrôle, d'aller tout chercher les viols de la Hart House, la collection de viols anciennes qui appartient à l'Université de Toronto. OK. Et parce qu'il y avait un remaniement ou je sais pas trop, il rénovait les bureaux où c'était tenu, où il refaisait une vitrine pour les viols. En fait, elle allait toutes les chercher, puis elle leur a dit, moi, je vais prendre la collection, je vais l'amener à William Monacle, un des grands qui était à l'époque, il est décédé maintenant, un des grands experts mondiaux de la viole de gambe et de la facture et de la réparation. On a eu des bourses avec les voix humaines, on a fait tout réparer, tout recorder ces instruments. Et dans la collection, il y avait 2 par-dessus de viol. Qui traînaient, mais qui n'étaient pas utilisés. Qui étaient pas utilisés. Je ne sais pas s'ils ont été joués depuis que moi, je les ai joués et avant. Je ne sais pas trop. C'est des instruments centenaires. Magnifique. Un Guersan à 5 cordes, un exemple fabuleux des par-dessus à 5 cordes, plus tardif, et un Bertrand avec lequel j'ai enregistré mon premier disque de par-dessus, un instrument des premiers paris. Bertrand, c'est la première école, si vous voulez, de viol en France à vraiment atteindre un rayonnement. Puis, on parle de quelles années environ? On parle de... tu m'en poses une bonne. Mais peut-être, je pense que Bertrand, certainement, à la fin du 17e siècle, actif, et Guersan, plus vers le début, premier quart, milieu du 18e siècle. Puis les 2 viols de par-dessus que vous avez retrouvés, est-ce qu'ils étaient dans un état lamentable à la base? Ou non, en fait, pas si pire. Il Okay. fallait juste faire des chevalets. Les chevalets étaient des bananes. Il y avait des craques. Il y avait quelque chose. Il fallait vraiment travailler. Là. Oui, ils remettent un peu d'amour, mais c'est des instruments qui marchaient très bien. OK. Sauf que j'ai découvert en faisant mon disque de par-dessus que, en fait, le manche n'était pas tout à fait stable. Donc, il fallait que je me réaccorde entre chaque prise. Ça a été... C'était une longue... Mais ça a été quand même difficile, cet enregistrement. Puis en fait, les luthiers que je suis allée voir juste avant d'enregistrer m'ont dit, tu fais ton disque, tu t'en vas le reporter et tu ne le redemandes plus jamais parce qu'on ne sait pas quand ce manche-là va... complètement juste éclater parce qu'il y avait vraiment une réparation avec une vis derrière qui n'avait pas tenu, qui n'était pas ce qui aurait dû être fait. Mais ça, c'est il y a longtemps. On ne sait pas quand cette réparation-là avait été faite. Non, c'est ça. C'est le passé de l'instrument. Mais est-ce que c'est ça que tu as fait? Tu as ramené l'instrument, tu n'as plus jamais retouché après? Oui. C'est ça que j'ai fait. Après ça, j'ai essayé de me trouver... En fait, entre-temps, on a fait ce disque-là, des fantaisies de Purcell, où on a utilisé à peu près tous les instruments de la collection. Moi, j'ai joué deux de ces par-dessus-là. Marguerite aussi en a joué un.
On savait même pas comment accorder celui à 5 cordes, tellement on connaissait comme Ben non, rien c'est sur ça. le par-dessus de viol. On savait que c'est un instrument... le prochain, tu sais, les viols sont en ré ou en sol, en général. Ensuite, on peut faire plein d'autres accords, puis un alto qui est un instrument rare entre deux, tu peux l'accorder en la ou en do. C'est vrai. Il y a toutes sortes de choses, mais en général, les viols sont en ré ou en sol. Fait qu'on s'est dit, OK, c'est un instrument en sol, ça a bien de l'allure proportionnellement, mais c'est ça, on savait pas comment accorder le par-dessus à 5 cordes. Fait que moi, j'ai dû accorder selon ce que j'avais besoin comme corde à utiliser, en fait. Ah, Puis, wow. ça a été mon premier contact avec l'instrument. Puis, ben, de ces 2 projets-là est né en moi le désir de savoir, mais coudonc, comment on accorde ça? Comment on joue ça? Quel répertoire? Ces sonates de violon-là, est-ce que je peux vraiment les jouer sur un par-dessus, sur une viole? Est-ce que c'est faisable ou c'est juste un truc marketing? À l'époque, ils faisaient souvent ça. Ils mettaient plein d'instruments pour lesquels la musique était dédiée, mais en fait, c'est idiomatique de certains instruments beaucoup plus que d'autres. Par exemple, Marin Marais, ses suites pour viol, il dit que ça peut être joué à la flûte à bec. Ben oui, mais Techniquement. en réarrangeant tout le contenu, parce que tu peux pas faire les accords, parce qu'il y a toutes sortes de choses, toutes les doubles cordes, tout le charme des dissonances, c'est comme ça se perd tout, mais en fait, c'était... Il y a de la Ces gens-là, réécriture. ces gens-là voulaient vendre leur musique simplement aussi, faire des sous, puis faire connaître aussi. Ah, puis à l'époque, quand on dit vendre de la musique, c'est vendre des partitions, là. Ils vivaient de ça, là. Oui, Tu sais, c'est comme littéralement. quelqu'un comme Bois Mortier, qui est un des compositeurs que je joue sur le disque de Par-dessus de viol, parce qu'il a écrit plusieurs opus pour le Par-dessus de viol. J'ai découvert à la suite de recherche qu'en fait, c'est parce qu'il habitait avec la famille des Dervelois, des quais Dervelois. Donc, lui qui est un grand violiste, et sa femme qui joue apparemment le Par-dessus. On a Des preuves. une peinture de Madame de quai Dervelois qui joue le Par-dessus de viol. C'est ça? Ben, on a ça comme... Oh, on a ça. Je pensais l'humanité, que tu avais ça devant ton foyer à la maison. J'ai trouvé ça sur Internet. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup Internet. Donc, pour aller tout chercher ce répertoire-là de par-dessus, quand j'ai décidé vraiment de m'y mettre, je me suis dit, OK, au début, je me suis dit, OK, c'est super, je veux m'acheter une belle viole de gamme. Premièrement, c'était ça mon projet. Je me suis dit, OK, comment je fais pour m'acheter quelque chose qui coûte plus cher qu'un beau char, tu sais, puis je me disais, comment je vais faire? Puis j'ai 2 enfants, je suis en tournée, j'ai une vie de fou, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'ai entendu certains collègues me dire qu'ils avaient eu des super bourses de recherche du Québec, en fait, pour des projets de recherche en sciences et vie et humanité. Fait que moi, je me suis dit, OK, attends un peu, le par-dessus de viol, ça m'intéresse. C'est un sujet très féminin parce que c'était joué surtout par les femmes. Puis la raison, tu sais, je pense que tu l'avais dit, j'ai entendu quelque part ou je l'ai lu, on voulait, parce que cet instrument-là se mettait sur les cuisses, du moins. Toutes les viols de gambe dont fait partie le par-dessus de viol, on les joue toutes entre les jambes ou sur les jambes. Ou sur les jambes, mais particulièrement, justement, le par-dessus de viol étant petit. C'est plutôt vraiment sur le dessus des... Il entre un tout petit peu entre les genoux, là, mais c'est plutôt sur les jambes, oui. Puis il y en a peut-être c'est de la fausse information, mais c'est de dire qu'à l'époque, on n'aimait pas voir une femme avec un violon sur l'épaule. Non, il y a vraiment des commentaires écrits de l'époque parce que c'était qui trouvent vulgaire. ça absolument vulgaire. La position est vulgaire, ça laisse des marques absolument désobligeantes sur la peau du cou. Toi, t'as ça, hein? Non, moi, je suis chanceux parce que je me rase tellement à la pioche que c'est tout massacré, tout ça. Donc, on voit pas ta marque. On voit pas la marque. Ou il y en a des langues sales qui pourraient dire que je pratique pas assez, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Mais c'est ça. Donc, donc il y a des preuves écrites tout à fait, qui témoignent de ça. Tout à fait. On a plein de commentaires écrits, puis de gens qui, en fait, s'insurgent contre ça, qui disent, mais c'est tellement ridicule qu'on laisse les femmes s'ouvrir les jambes et qu'on trouve ça davantage... que ça, c'est correct. Oui, c'est ça, acceptable que de les laisser, que de leur laisser jouer un instrument. Mais en fait, il y avait vraiment des instruments féminins. Il fallait que, selon le statut social, bien sûr, mais pour les femmes nobles ou les femmes de milieu, en tout cas, aisé, elles devaient garder la belle posture en tout temps. La seule chose qui était permise, c'était de chanter. Ça, on ouvre la bouche, mais en tout cas, on n'a pas le choix pour chanter. Clavecin, mais peut-être? Sinon, le clavecin, la harpe, la guitare sont des instruments féminins. La viole sont des instruments féminins. Tout ça à cause d'une posture. Ça permet de garder la belle posture. Hallucinant. Et de rien se mettre dans la bouche, surtout.
Ah oui, c'est ça. Alors, il y avait ça aussi qui aurait été très grossier. Jouer de la flûte à bec à l'époque pour une femme, impossible. Ah, OK, même jusque... Ah OK. non. Il y a vraiment... c'était tellement codifié. Il y avait 1 million de règlements juste pour arriver au coucher du roi. C'était une affaire de 86 étapes, je veux dire. Non, je sais. C'est notre société, là. C'est d'autres... Donc, oui, il ne faut pas trop se surprendre que des choses étranges comme ça arrivaient. Mais oui, en France, particulièrement, où est né le par-dessus de viol? Il est né vraiment, en fait, comme solution, parce que... Comme solution, oui. Oui, comme solution pour les femmes et pour les nobles, les hommes aussi, pour aborder un répertoire naissant, un répertoire hyper populaire. Parce que, bien sûr, en France, Louis XIV tient un règne absolu, décide de tout, des goûts en musique, en tout, en art, en tout. Ça fait un style national et tout, mais qu'est-ce qui pointe derrière et que les séditieux adorent? La musique italienne. Ah! On a des italianistes en France et on aura de grands combats écrits entre des intellectuels qui veulent défendre la base de viol contre les prétentions du violoncelle, qui lui est l'instrument de la famille des instruments italiens par excellence, la famille du violon. Donc ça crée la querelle des bouffons, ça crée toutes sortes de grandes guerres en France, ces querelles de goût, là. Et en fait, François Couperin arrive avec ses goûts réunis pour créer la paix et inclure les plus belles découvertes des deux styles nationaux. Mais en fait, on veut jouer le violon, on veut jouer la musique de Corelli, on veut jouer... C'est la nouveauté, c'est l'interdit. Donc, bien sûr, c'est encore plus excitant que notre musique à nous. Et on peut donc comprendre de cette effervescence un peu à l'époque que tout le monde veut jouer la musique de violon qui est si populaire. Ou de flûte aussi, qui commence à être très populaire aussi, comme instrument soliste. Et à ce moment-là, les nobles et les femmes n'ont qu'un seul choix, et qui a été très créatif, changer la plus petite viole, l'amincir, la rendre encore plus petite et la faire jouer encore plus haut que le violon. Donc, le par-dessus de viol a un sol en haut du mi du violon. OK. Et joue jusqu'au sol grave du violon. Écoute, je vais te franc, parce que quand j'écoutais le disque, et il n'y avait pas de vidéo. J'écoutais, je me disais, je savais pas qu'il faut qu'elle aille si haut. Des choses, tu sais, il y a comme tout ce concept-là quand on fait du baroque, du moins pour les non-baroqueux comme moi, quand on est initié, on nous dit de rester plus en première position, d'avoir le son naturel des cordes. Puis je me disais, mon Dieu, elle monte haut sur l'instrument. Oui, mais c'est aussi... On a des écrits à l'époque qui disent que les femmes, en fait, sont aussi incapables de jouer le violon parce qu'elles n'ont pas la force physique pour faire des démanchés. C'est faibles créatures. C'est faible créature, oui. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire avec le par-dessus, c'est tout petit. Puis de mon premier doigt à mon dernier doigt, si j'étire, je suis de la première à la dernière frette de l'instrument. Ah, mon Dieu, OK. Donc, ça couvre vraiment sans faire trop d'efforts, là, en faisant vraiment que des bonnes extensions ou un petit peu de changement de position. Mais oui, OK, quand on va dans l'extra aigu, il y a quelques compositeurs qui demandent plus de virtuosité, c'est clair, là. Mais la plupart du répertoire se tient très, très, très tranquille, en position toute couverte par la main, assez... Wow. Parce que c'était aussi pour faciliter l'ouvrage pour ces gens. Mais tu sais, là, tu as fait toutes ces magnifiques recherches, juste là, historiques, pour comprendre justement l'état. Après, il y a le répertoire. Oui. Ça, c'est une autre forme de recherche. Oui, tout à fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui était venue à nos concerts des Voix humaines en France, qui était débarquée puis qui nous avait dit hey, « Écoutez, moi, j'ai un par-dessus à vendre. Est-ce que ça vous intéresserait? » Finalement, Margaret a acheté cet instrument-là, mais quelques années plus tard. Et elle avait fait les premières recherches et s'était fait tout voler son matériel par un Anglais. OK. Enfin, elle était un petit peu amère face à tout ça, mais en fait, elle était prête à partager ses recherches et tout le répertoire accumulé. OK. Donc, quand j'ai commencé mes recherches de doctorat, je suis allée en France, bien sûr, puis je l'ai contactée. Elle m'a elle m'a permis de faire des copies de toute sa bibliothèque personnelle. Elle m'a donné accès à toutes les recherches qu'elle avait entreprises. Puis moi, donc, pour compléter tout ce catalogue-là, j'ai passé quelques longs jours à la Bibliothèque nationale de Paris, à aller faire le tri dans les microfilms et faire page après page. Tu sais comment ça marche, un microfilm. Tu l'installes, tu le centres sur la page, tu fais une copie, c'est une page. Bon, on continue. Donc, j'ai essayé de tout imprimer ce qui était disponible à la Bibliothèque nationale et je me suis créé une archive comme ça dans laquelle piger pour mes 3 années ensuite de doctorat. Et
Bon, C'est mon doctorat, c'est du gros boulot, ça, quand même. Quand là. même, mais c'est agréable comme recherche. Quand ça te tombe un peu entre les doigts, ça a été quand même assez naturel. Donc, pour moi, ça m'a pas semblé trop compliqué. Tu sais, c'était des, j'ai vu ça. Telle personne peut m'aider. Tiens, Margaret s'achète un instrument. Tiens, ci, tiens, ça. Comme tout, c'est un petit peu, comme beaucoup ma vie, je trouve. Je suis une personne très chanceuse. Puis les choses se présentent. Puis je saisis l'occasion. Ben oui. Donc, ouais. Donc, j'ai fait un petit peu ce doctorat-là en ayant envie de faire des sous supplémentaires pour pouvoir m'acheter une belle viole de gamme basse. Mais finalement, je me suis fait bien attraper parce que j'ai adoré le répertoire. J'ai eu les subventions. C'est un sujet féminin. C'est un sujet, qui avait aussi un lien avec le patrimoine canadien, puisque moi, j'avais été vraiment, ma curiosité avait été happée par ces deux beaux instruments-là qui représentaient finalement deux grandes familles de luthiers aussi en France de cet instrument-là. Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai eu ma bourse et que j'ai donc fait mon projet de doctorat et que j'ai trouvé ça long et difficile par moments, mais en fait, ça a été très agréable. Puis... En tant que docteur, moi-même, je t'avoue que c'était pas mes meilleures années. Oui, en fait, c'est la hantise de la thèse, là, bien sûr. Ouais. Puis en fait, il faut juste... Quand je me suis mis à l'écrire, je me suis rendu compte que finalement, je le connaissais très bien, mon sujet, puis j'aurais dû juste commencer à écrire avant. Ouais. Mais bon, on essaie de toujours en savoir plus, puis est-ce que ça va être suffisant et tout ça, mais enfin... donc, c'est comme ça, vraiment. Puis... C'est comme ça que l'instrument est venu vers toi. Tout à fait. Parlons un peu de gossage, parce qu'il n'y a pas de prof pour cet instrument. Tu as une technique de gambiste, de violoncelliste aussi dans le passé. Et là, ça, c'est plus petit. C'est sûr que tu dois t'adapter énormément à l'instrument. Tu as dû, j'imagine, inventer 2-3 trucs, que ce soit juste pour l'attaque aux cordes ou même ou le vibrato. Parce que oui, on va parler de vibrato après. Ça, j'ai des j'en questions. utilise quand même. Oui, entre autres. Entre autres, parfois, c'est écrit aussi. Parfois, c'est vraiment écrit. Sans blague? Oui. Le vibrato a un symbole. Par exemple, dans la musique de Marin, un vibrato a un doigt. C'est écrit d'une certaine façon. Et le vibrato a deux doigts, qui est un vibrato encore plus dramatique, est écrit par un autre symbole. Parce que l'album Par-dessus de viol, le premier que j'ai vu, beaucoup moins de vibrato. Pas beaucoup. Quelques moments expressifs que je me disais, je pense que c'est des choix. L'album de Marais, là, il y en avait beaucoup. Et des fois, je dirais pas agressif, mais comme dramatique. Tu dis, dramatique. Puis là, je me disais, elle a décidé de faire quelque chose d'autre. Avec le répertoire dans ma tête, ça se pouvait pas que... Non, Marais, c'est hallucinant, en fait, parce que c'est une des raisons... Si on plonge dans ce deuxième disque-là que j'ai fait, c'est parmi la plus belle musique de viol, toute viol confondue. Là. C'est tellement de la belle musique, de la grande musique. Puis on a de la chance parce que Marais a écrit 5 livres. Il était au service de Louis XIV. Il jouait pour ses couchers du roi. Donc, il fallait qu'il produise vraiment beaucoup de littérature pour simplement se garder actif puis pas s'embêter, j'imagine, à toujours jouer la même chose. Donc, il a laissé 5 gros opus, c'est beaucoup de musique, c'est vraiment incroyable. Puis à partir du 4e opus, mais Marais, on sait qu'il a enseigné beaucoup. Puis il en parle dans ses préfaces, puis il définit les symboles qu'il utilise dans sa musique pour dire, OK, si je mets un E, c'est un enflé. Si je fais un swiggly de ce sens-là, c'est un vibrato à 2 doigts. Un swiggly de ce sens-là, c'est un vibrato à 1 doigt. Il y a des tenues de main. Il y a des accords... qu'on doit faire sonner tout en même temps, ou en tout cas, c'est pas vraiment possible, mais proche. Puis d'autres accords où il écrit un autre symbole pour que ça soit doucement, qu'on le roule doucement, en fait. C'est comme ça qu'on dit ça, on roule des accords sur la viole. Même les instruments modernes, on fait la même chose un peu. C'est ça. Donc, il y a vraiment plein de signes comme ça, mais à partir du 4e livre, il utilise vraiment beaucoup les enflés. Et ça, c'est complètement... Moi, ça m'a jeté à terre parce que la musique ancienne, c'est de la musique qui est tellement basée sur la danse, sur l'écriture de danse. On doit presque... Si on garde toujours la recette là, pour une musique à 2 temps, 1, 2, 1, 2, vraiment, si tu fais ça avec la musique en général, très bien, ça danse, ça groove. Si c'est une musique à 4 temps, tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si tu fais ça, ça marche très bien aussi. C'est à peu près une recette qui fonctionne sur tout. La musique à 3 temps, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et des émiels de temps en temps. Mais sinon, ça marche très bien aussi. Si tu fais ça, si tu l'appliques stupidement, ça marche très bien. Marais, mais des enflés presque toujours sur des temps faibles. Ah ouais? Ouais, il vient complètement ajouter une genre de sophistication à la danse, oui, qui est la base, mais ensuite, lui, il choisit vraiment des moments où tout virer à l'envers. Puis je trouve ça hyper intéressant comme interprète d'avoir des défis comme ça, puis une preuve aussi. Mais on a plein de preuves quand même. On peut lire plein de choses. On a de la chance maintenant. Là. Tout est en ligne, tout est disponible. On peut lire plein de traités qui sont renversants. Par exemple, Quantz, où il écrit dans une même mesure que tu passes de fortissimo à triple piano, puis et c'est demandé, là. Il l'a codifié un peu en donnant des exemples. À quel point tu mets des vrais impacts sur des moments puissants de la musique. En tout cas. Non, mais je trouve ça fascinant. Et c'est fascinant, ce vocabulaire-là qu'on arrive, puis que certains, en fait, décident vraiment d'adapter. Certains autres décident de faire une interprétation un peu plus personnelle. Moi, j'essaie d'être un peu avec les deux, puis de voir quelqu'un qui fout le camp, qui vient complexifier la donne partout où il peut. Dans le 4e livre, vraiment, je trouve ça super fascinant. Donc, Marais, donc il était wild un peu avec ses idées. C'était un peu wild avec ses idées, puis en fait, ça te fait réfléchir à plein de possibilités. Mais tu sais, il y a plein de gens qui étaient très wild à l'époque. Écoute, on lit des extraits des fois qui disent que tel prima donna dans tel opéra de Rameau tenait la note, 65 fois trop long, j'exagère, là, mais tu sais, vraiment, il y a toute cette... C'est ce qui est tellement excitant avec la musique ancienne aussi, c'est que tu as toute cette liberté créatrice aussi. On voit que les gens prenaient beaucoup de liberté personnelle, l'agogique, le rapport au rythme. Oui, ça vient de la danse, mais tu as la danse qui est vraiment, la musique qui est vraiment pour faire danser les gens. Là, si tu as des gens qui dansent, tu les fais pas attendre pendant qu'ils sont en l'air, c'est pas possible. Mais tu as aussi cette sophistication, comme dans la musique de Marais, d'une musique que carrément, ils vivent dans leur corps, ils la connaissent, sont tous danseurs, ils savent très bien ce que c'est, toutes les danses possibles, imaginables, qu'ils mettent en musique. Mais ensuite, tu as un Marais qui prouve que aussi, quand tu fais une danse, ou un mouvement inspiré d'une danse, que tu peux vraiment l'amener ailleurs aussi quand il n'y a pas de danseur. Mm-hmm. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a certaines personnes dans le milieu de la musique ancienne qui disent « Non, ces gens-là, ils dansaient, ils savaient, c'est toujours telle affaire, puis c'est toujours tel rythme. » Puis là, tu vois de la musique, puis tu dis « Oui, mais attends un peu, tu sais, t'as plein de sortes de menuets. T'as un menuet lent, t'as un menuet... Il y a toutes sortes de choses. Fait que des fois, c'est difficile de savoir exactement la limite, à quel point t'es vrai avec la musique, puis tout ça. Tu lis, tu t'éduques. Mais après ça, franchement, là, on peut trouver beaucoup pour justifier beaucoup aussi. Puis c'est, bien sûr, la dernière règle dans tous les traités est « mais tout dépend du bon goût ». Tout dépend du bon goût. Mais tout dépend du bon goût. Alors là, on est devant un grand mystère, mais ceux qui sont très élégants et qui jouent de façon qui nous... Moi, c'est ça que je garde, en fait. C'est vraiment cet esprit de bon goût. C'est oui, se fier à ce qu'on sait, se fier à cette danse-là qui fait partie de tout, puis vraiment de chercher l'élégance tout le temps, parce que c'est une sophistication. La musique, c'est une sophistication. À cette période-là, elle est compliquée, elle est pleine d'ornements, comme leur costume, comme leur façon de faire des meubles, comme leur façon de peindre, comme tout de faire d'architecture, comme tout est tellement compliqué, plein de beauté, plein de petites délicatesses. Fait que c'est aussi ça, se perdre dans le petit pour créer le grand. C'est vraiment ça pour moi, la musique baroque, en fait. Le petit geste, toutes les petites sophistications, mais en ayant toujours quand même en tête que ça fait partie d'une plus grande arabesque, même s'il y a tous ces dessins-là dedans, que c'est un geste quand même, puis que c'est ça, qu'on essaie de parler d'une émotion, qu'on essaie de... C'est ça, de remplir ce geste-là à notre façon, tu sais, chacun avec sa sensibilité, tout ça. C'est vraiment cool ce que tu dis, parce que il y a l'instinct que tu peux pas non plus ignorer de toi-même. Oui, il y a l'élégance, cette beauté-là que tu essaies de retrouver, mais c'est quand même... Écoute, la carrière que tu mènes est tellement à l'opposé de la mienne. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis dans la musique contemporaine, je suis dans le nouveau, je suis avec le compositeur vivant à côté de moi qui me dit quoi faire, qui va te dire comment te sentir.
Ah qui là va là. aller... Moi, je suis bien trop rebelle pour ça. Non, mais ça, mais tu sais, puis il faut pas oublier, tu sais, tu joues la musique des morts, tu sais. Oui. Donc, avec C'est vrai. la beauté de la mort, c'est que le mort peut pas trop interagir, mais aussi, il y a comme ce travail de recherche qui devient passionnant, mais l'interprétation aussi qui l'est, tu sais. Et dans ton cas, ben, je trouve que, en tout cas, c'est super défini comment tu l'approches, tu sais. J'aimerais ça qu'on fasse un petit peu d'ordre dans tes projets parce que je commence à être assez pas pire mêlé, en fait. Il y a les disques avec ton conjoint, Eric Miles. Vous en avez déjà 4? Non, 3. 3 en duo. Il y a Bach. Au Par-dessus de Au viol. Par-dessus le viol, il y a Marais Marais, le premier disque de Par-dessus le viol officiel là, qui explorait plusieurs compositeurs. Ça, c'est pour les disques duo, tous disponibles sur les plateformes. Vous pouvez les acheter, mais c'est sous l'étiquette Atma. Et là, il y a l'autre projet qui s'appelle l'Harmonie des saisons. L'Harmonie des saisons, c'est un orchestre, c'est un petit ensemble peut-être. C'est un ensemble vocal et instrumental sur instrument d'époque qui s'intéresse à la musique ancienne. Qui s'intéresse à la musique ancienne. Et avec un grand accent quand même sur la musique sacrée, mais pas que. Exact. Et qui est basé à Granby. Ben, en fait, c'est ma ville où j'habite, donc le siège social est à Granby. On fait nos concerts à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, donc au plein cœur des cantons de l'Est. Et on a la chance vraiment d'avoir la collaboration des moines qui nous accueillent, puis on essaie vraiment avec un grand respect que nos concerts s'insèrent dans leur vie spirituelle, leur vie religieuse, que nos concerts suivent avec harmonie leur saison religieuse. Voilà. D'où le titre, l'harmonie des saisons. Oui, tout à fait. Puis ben, on est Canadiens, on est tellement influencés par ça aussi. Puis la question d'harmonie à l'époque baroque, elle est très intéressante parce que c'est plutôt dans le type harmonieux. Quelque chose qui fait preuve de beauté, c'est quelque chose qui a beaucoup d'harmonie. Donc, pour moi, c'était ça aussi, en plus de, bien sûr, l'harmonie comme on la connaît, qui est la science des sons et qui régit beaucoup toutes les œuvres qu'on joue. Fait que c'est tout ce mélange-là de choses qui ont fait qu'on a donné ce nom-là. Je ne sais pas trop si c'est un bon nom ou pas, mais enfin, on l'a donné, il fallait bien en choisir un. Puis, il s'applique finalement pas mal bien à ce qu'on fait. C'est un beau projet. On fait aussi de la musique instrumentale parfois, comme notre dernier disque, c'est des concertos de Bach. Oui. Le disque précédent de l'Harmonie des saisons, c'était un disque avec la soprano Hélène Brunet, donc ses coups de cœur à elle. C'est une collaboratrice des tout débuts de l'Harmonie des saisons, donc elle nous a demandé de faire ce projet-là avec elle, puis on a eu beaucoup de plaisir à le faire, et on a gagné un Juno avec ce disque-là, ce qui était super. Et notre précédent, c'était un disque dédié aux Cités d'or, c'est-à-dire à la musique des autres Amériques. Puis ça, c'est une musique vraiment fascinante et tellement pleine de soleil, de danse, de ce charme du Sud. Et donc, avec plein de chanteurs aussi, dont Hélène Brunet, Philippe Gagné, des gens qui nous suivent depuis les tout débuts. Là. Ouais. Une belle discographie. Et les concerts, comme tu dis, se déroulent à Saint-Benoît. Et maintenant, à Québec aussi. Et à Québec, c'est ça. Donc, oui, vous promenez, vous doublez le truc. Oui. Mais ça, je trouve ça cool parce que, comme je disais tantôt, Montréal, capitale, pas mal de des ensembles. Il y a Québec. Il y a Québec avec les Violons du Roi, il y a l'Orchestre symphonique là-bas. Il y a quelques orchestres en région, tout ça, mais qu'à Granby, vous avez votre ensemble. C'est vraiment l'ensemble de Granby, on peut le dire comme ça, dans la ville, non? Oui, c'est quand même... Ben oui, mais c'est là qu'on fait toutes nos créations. En fait, on a une super belle relation avec la ville? La ville et la chef spirituelle, si vous voulez, de l'église anglicane Saint-George. Donc, ils nous ouvrent leurs portes vraiment avec grande générosité. Puis on fait venir, donc tous nos collègues descendent à Granby. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur ou de plus loin au Québec ou en Ontario ou à Vancouver ou peu importe. On réunit toujours une équipe selon le répertoire et tout ça. Beaucoup habitent dans la région pendant cette période-là de création. Notre partenariat avec la ville a évolué de façon à ce que maintenant nos générales sont ouvertes au public de la ville de Granby ou de tous les gens qui veulent venir écouter, peu importe. Là. C'est qu'on n'a pas vraiment de moyens pour faire la promotion de ça, autre que nos infolettres. Alors, allez vous inscrire si vous voulez savoir quand ça se passe. Et le public suit, donc c'est vraiment un public de région qui vient. Ben, en fait, le public à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, on a fait longtemps des mini-tournées où on faisait 3-4 petites églises de notre région, vraiment des cantons de l'Est. Puis en fait, c'était
on trouvait qu'on divisait trop notre public, finalement, parce qu'il n'y a pas une densité de population suffisante pour faire ça. Puis quand on a commencé à s'installer à l'abbaye, un peu avant la pandémie, bien là, on a vraiment compris que, super, ça rejoint le public de Sherbrooke, ça rejoint le public de Granby, ça rejoint tout plein de vacanciers qui sont de Montréal aussi, qui ont leur chalet dans cette très belle région du Memphremagog. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même. Oui, donc on a beaucoup de gens de Montréal aussi qui viennent à nos concerts à cause de ça. Donc, on arrive à vraiment remplir cette salle-là pas mal à chaque fois, ce qui est c'est très beau à voir, puis c'est un grand succès, puis oh mon Dieu, qu'il y a des efforts derrière tout ça, des années d'efforts derrière tout ça. Puis nous, on désire, en fait, être plus indépendant comme producteur parce que on fait des beaux projets, on fait venir tous ces gens-là, on les fait travailler. On veut pas que ce soit juste un concert. C'est irresponsable financièrement de faire ça. C'est trop cher de répéter pour ne donner qu'un seul concert. Fait que souvent, on se crée des partenariats, que ce soit avec la Salle Bourgie, avec l'Art à musique à Repentigny, avec des festivals d'été. Puis on crée un projet en collaboration qui va aller être donné avec le Festival BAC à Montréal. L'année passée, on a fait le Magnificat, puis là, on le refait après ça dans notre série de concerts à l'abbaye. Ouais. Et là, on essaie de le donner aussi à Québec. Parce que Québec est une superbe ville, puis qui n'a pas d'ensemble, de grand ensemble. Non, ils ont des ensembles sur instruments d'époque. Ils sont super. Ils ont la Chamaille, par exemple, qui fait un très beau travail et tout. Mais ils n'ont pas de grand ensemble. Donc, nous, on fait souvent quand même un groupe de chanteurs et un orchestre sur instruments d'époque. Et ça, il n'y a pas ça à Québec. Puis je pense que ce qu'il y avait à Québec il y a quelques années, c'était un festival de musique sacrée, le Festival international des musiques sacrées. Donc, on s'est dit, hey, peut-être que ce public-là a envie qu'on le rejoigne avec de très belles productions de musique sacrée, musique ancienne, sur instruments d'époque. Donc, c'est notre nouveau défi d'aller à Québec. Et très bientôt, on veut aussi essayer de tout doubler à Burlington, où mon mari est directeur musical d'une église et d'un chœur, parce que c'est tellement proche de Montréal. C'est 1h30 de route, puis ils n'ont pas de musique ancienne. Ah oui, puis c'est vrai. Ils n'en ont pas, ça n'existe pas. Donc, on a toute une incroyable qualité ici, un bassin fantastique à cause du travail de tous les ensembles que vraiment je salue ici à Montréal. C'est beaucoup d'efforts, hein, puis les ensembles sont presque tous dirigés et tout ça par des musiciens eux-mêmes. Non, c'est vrai. Que ce soit Francis Colpron, Mathias Maut, que ce soit Luc Beauséjour. On est tous des musiciens qui donnons énormément de notre temps et de notre passion pour créer des ensembles puis faire vivre cette musique-là qui est très belle. Mais c'est ça, il n'y a pas d'institution vraiment au Québec, tu sais. Comme tu parlais des violons du roi, ça, c'est une institution au niveau du budget et tout ça. Il y a peut-être à Rion quand même qui a un bon budget comme ça, le SMAM, le Studio de musique ancienne. Mais voilà, c'est un peu quand même, on se dit, à Montréal, c'est saturé. Il y a trop d'offres culturelles pour la population. Beaucoup de nos collègues n'ont pas tant de monde à leurs concerts. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut qu'il y ait beaucoup de monde à nos concerts. On veut rejoindre du monde. On fait tout cet effort-là. On travaille si fort. On réunit ces gens-là. C'est notre but, donc, d'être capable d'être indépendant, puis que chacun de nos projets, on les tourne dans quelques endroits, puis qu'on rejoigne de cette façon-là. Oui, parfois, le public de Montréal, mais aussi le public de plein d'autres endroits aussi. Puis moi, je l'adore, mon public, puis je le trouve pas moins beau et moins bon parce qu'il est un petit peu plus loin. Je pense qu'en fait, ça fait très plaisir à beaucoup de gens qui ont un petit peu mis de côté ou mis en veilleuse d'aller à des concerts classiques parce que c'est commitment là, d'aller en ville puis tout ça. Absolument. Alors, de leur offrir chez eux, tout proche du chalet ou tout proche de la maison, à un public quand même, en général, de la musique classique qui est un petit peu plus vieux aussi, qui aime peut-être moins conduire longtemps pour aller au concert. En tout cas, non, c'est sûr. Peu importe. Nous, ça a été ce qu'on a décidé de faire. Puis pendant des années, j'ai tellement tourné, j'ai tellement été en dehors de la maison, j'avais juste le goût d'être chez nous, puis que les autres viennent. Les autres quittent leur chez eux. Moi, je veux être chez nous. C'est en train de fonctionner. C'est en train de fonctionner. C'est ça. Excellent. Écoute, on va passer maintenant à la prescription.
OK, Mélissande, je t'écoute pour tes suggestions culturelles. Mes suggestions culturelles. Ta prescription. Sincèrement, là, je suis vraiment une personne plate. Je travaille beaucoup trop. Je suis toujours derrière mon ordinateur, dans tous mes moments libres, à essayer de faire une prochaine demande de subvention pour que le prochain projet fonctionne. Puis il n'y en a jamais assez, fait qu'il faut toujours en écrire d'autres. Puis après ça, il faut organiser les concerts, puis il faut faire la publicité, puis le visuel. Et tout se retrouve toujours sur mon bureau et celui de mon copain. Donc, ma vie est un petit peu moins culturelle que j'aimerais qu'elle le soit. OK. J'adore lire, j'adore la littérature. C'est vraiment une activité que j'ai faite énormément toute ma vie. Moins depuis les dernières années où mon travail de bureau est rendu tellement lourd. Mais c'est vraiment une des activités que je préfère faire, c'est me retrouver avec un bon livre. OK. Puis, donc, j'ai eu plein de phases différentes. J'ai lu beaucoup de Giono, qui est une très belle poésie. Puis ensuite, j'ai découvert que, en fait, Félix Leclerc, ça ressemble beaucoup à du Giono. OK. C'est très beau, la poésie littéraire de Félix Leclerc avec, par exemple, Le Fou de Lille et tout ça. Il y a vraiment une parenté qui est très belle là-dedans. J'ai lu presque tout Isabelle Allende, Garcia Marquez. Je trouve ça fascinant, la littérature un peu magique de l'Amérique du Sud. J'adore lire, je sais pas, j'ai lu presque tout, Duras. J'ai vraiment eu des phases dans ma vie. Puis maintenant, ce que je fais souvent quand je suis en tournée ou quelque chose, je vais à l'aéroport, puis je prends un livre, puis simplement, dans l'avion, je me claque le livre, j'en prends un autre pour après ça, pendant mes nuits d'insomnie, j'en prends un autre pour le retour. Fait que je lis beaucoup en tournée, en fait. Ouais, puis peu à la maison. Et t'as-tu un coup de cœur dernièrement? J'aime beaucoup... j'ai un... Ah, mon Dieu, j'ai tellement de mémoire de petits canaris, là, en ce moment, je sais pas. Quel est cet auteur magnifique qui a écrit Brésil rouge et Jacques Coeur? C'est un Français qui est médecin, qui a écrit aussi sur le chemin de Compostelle. Ah, tu vas me le trouver. Oui, je te trouve ça à l'instant. Jean-Christophe Ruffin. Voilà. Lui, je le trouve presque toujours dans les suggestions dans les librairies en France. Il a gagné Goncourt, il était sur les éditions Gallimard. C'est magnifique. Je pense que ça se passe bien. Jacques Coeur, je te le recommande. Rouge Brésil, magnifique. C'est tellement des beaux livres avec beaucoup, beaucoup de recherches historiques. Puis ça me plaît beaucoup de me camper dans quelque chose puis de partir dans cet imaginaire. Oui, ce sont des récits romancés d'expéditions. Oui. Chevalier, 1555. OK. Ouais. Je vois le genre. J'aime bien ça. Mais il a écrit aussi donc, pour décrocher, toi, t'aimes ça aller retourner encore plus loin que ta propre musique. En fait, tu peux me garocher n'importe où. Je suis assez heureuse de juste fuir ma vie et m'entourer de beauté en général. Ça me va très bien. Tu peux juste aller me mettre en forêt aussi, mais tu vois... Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, aller faire des promenades, puis que je déteste faire toute seule. Puis mes enfants sont rendus trop grands pour que je les force à aller faire des activités avec leur maman. Fait que là, je suis un petit peu sans partenaire pour aller en forêt. Fait que ça, c'est un petit peu triste. Est-ce que tu écoutes de la musique? J'écoute peu de musique, parce que j'en joue beaucoup. Mm-hmm. Puis parce que ça me dérange trop quand je travaille. Je suis pas capable de me concentrer. Ça, par contre, je comprends complètement. Cinéma? Oui, j'aime ça. J'aime les séries comme tout le monde. Je perds mon temps de temps en temps. Je procrastine. Ou quand j'en ai vraiment assez d'avoir trop travaillé, des fois, je peux me taper avec beaucoup de honte une demi-journée de télé. OK. Ça m'arrive. Oui, mais avec beaucoup de honte. Pourquoi de honte? Parce que j'ai des parents, moi, qui sont hyper actifs. Les deux. Ils ont tellement travaillé toute leur vie. Encore maintenant, tu les appelles aujourd'hui... ils ont fait je sais pas combien de tâches, ils ont fait de la compote de pommes, ils ont planté de l'ail, ils ont été faire de l'exercice, je veux dire, sincèrement, là, sans arrêt, des projets. Okay. Fait que moi, ça m'a entourée toute ma vie. Fait que dès que je suis inactive, ça me dit paresse tout de suite dans ma tête. Okay. Donc, moi, je me tiens très occupée, puis la plupart de mes collègues me disent « Mais t'es malade, tu travailles tellement! » Puis en même temps, moi, je trouve toujours que j'en fais pas assez. Fait que c'est it's a give that keeps giving, comme mon chum, il dit. Ouais. Il trouve que c'est notre Catholic guilt. Je comprends. Québécois. Mais enfin, donc oui, avec beaucoup de honte quand j'écoute quelque chose d'un peu déclassé ou de pas assez intellectuel ou de pas assez...
valide culturellement, je me sens bien mal, mais je le fais comme tout le monde. Bravo, bien tu sûr. fais bien. Oui, Moi, je le hein? fais beaucoup, moi. Donc, il n'y a pas de problème Mais avec quand ça. t'as des enfants, c'est plus facile, tu sais. Oui, c'est vrai qu'avec mes enfants, on va au cinéma, on voit des films que... Oui, c'est un peu pas terrible. con, puis tout ça, mais c'est tellement le fun. Moi, j'adore les films d'animation. J'ai Ben oui. tellement aimé ça en écouter avec mes enfants. Je Ben pense que oui. j'aimais ça plus qu'eux autres, peut-être même. Ouais, non, je Fait te que, vois. Je comprends ça. J'aime beaucoup ça, mais là, il faudrait que j'aille voler les enfants des autres, je pense, là, pour Mais- faire des activités du genre. Mais écoute, moi, je vais aller avec tes suggestions. Je vais aller explorer un peu l'univers de Jean-Christophe Ruffin, voir c'est quoi qui se passe. Ça a l'air intéressant. Alors, écoute, c'était un plaisir de passer Pareillement. une belle heure avec toi de discussion musicale, mais aussi à te connaître un peu mieux. Et j'encourage tout le monde à aller consulter ta discographie ou encore faire un petit voyage à Grimby, c'est pas si loin que ça, aller voir un concert. Oui, Voilà. À très bientôt. merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.